coup, dans cette deuxième partie, on va plus reprendre ta vie. Là, c'était vraiment question un peu ciblée, etc. Là, on va partir, du coup, voilà, première question, où tu es né, etc. Pour plus aller voir, du coup, ton parcours et ensuite peut-être tes aspirations pour le futur. Ok. Voilà. Donc, ouais, première question, où tout a commencé, où tu es né Alors, je suis né en banlieue parisienne, mais j'ai jamais vécu à Paris. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, donc mes parents étaient militaires, donc je suis né à l'endroit où ils étaient à ce moment-là. Et après, on a beaucoup bougé. J'ai eu la chance de partir vivre en Afrique avec mes parents pendant 2 ans quand j'étais au collège. Ça, je dirais quand même que ça a beaucoup joué sur ma vie, que ce soit ma vie perso ou même ma vie d'entrepreneuriat. À quel âge à peu près? J'avais entre 10 et 12 ans, je crois. Ok. Oui, donc on est déjà bien construit, etc. Ouais, j'étais bien conscient de ce qui se passait dans la vie, voilà, quoi. C'est ça, ouais. Et à côté de ça, tu vois, j'ai vu beaucoup de choses. Bon, c'était à Djibouti, en Afrique, mais je veux dire, c'est un pays où, je veux dire, c'est pas dur à vivre. Hein. Ça se passait bien. Pour nous, ça se passait très bien. Mais pour autant, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui étaient très, 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 très pauvres. Et du coup, ça te fait relativiser un peu sur la chance qu'on a. Et en gros, vraiment, depuis ce moment-là, je me dis qu'en France, c'est cool, qu'on a plein de bonnes choses pour nous aider à vivre et pour nous aider du coup à entreprendre, là, dans mon cas. Et pour moi, c'est hyper important. Je continue de voyager souvent parce que à chaque fois que je voyage, je me dis putain, vraiment, en France, c'est cool, quoi. C'est cool. Pour entreprendre, c'est très simple. Ok, il y a les galères administratives, tout ça. On est trop prélevé par les impôts, ce que tout le monde dira. Selon moi, franchement, on n'est pas à plaindre, quoi. Donc voilà. Franchement, on est le pays le plus enclin à développer l'entrepreneuriat en Europe. Hein. Franchement, ouais, je pense. On est le seul pays à mettre autant de budget. Rien que ça, pépite. C'est génial, je trouve. Franchement. Ouais, mais t'auras tout le temps des gens qui te disent que c'est pas assez bien, mais ils regardent pas ailleurs, donc. Oui, voilà. Enfin, pour moi, faut sortir un peu, regarder. La seule chose sur laquelle on est un peu bridé, selon moi, tu vois, c'est vraiment sur le côté état d'esprit. Mais je suis pas sûr que ce soit que français, tu vois. C'est où on a peur un peu d'entreprendre parce qu'on a peur de se casser la gueule, de perdre de l'argent, parce que le système bancaire en France, tu vois, il est un peu restreint. Il faut avoir un CDI, tout ça. Mais je pense que ça va évoluer. Et à part ça, franchement, on a tout pour entreprendre, tu vois. On a le chômage, quoi, tu vois. C'est énorme, en fait. Tout le monde, enfin. C'est énorme. Si on a un peu travaillé avant, je sais que moi, quand j'ai lancé ma boîte, je me suis dit, ok, en fait, j'ai 2 ans où je peux me planter, je peux me tromper de A à Z et j'aurai un revenu tous les mois du chômage. Enfin, aucun autre pays ne fait ça, tu vois. C'est ça, ouais. Donc, c'est trop bien. Quel genre d'enfance, du coup, en tant qu'enfant de militaire ou pas, tu as eu? J'ai une super enfance. On a bougé. J'avais des parents qui étaient hyper présents, où ils nous ont fait faire plein de choses. Ils nous ont fait découvrir beaucoup de choses. Mon père nous a fait faire beaucoup de sport. On avait une mère qui était hyper active aussi, donc on a beaucoup voyagé. En vrai, j'ai pas à me plaindre de mon enfance, quoi. Est-ce que, du coup, en étant jeune ou en étant encore dans les études, tu as lancé un premier small business ou Ouais. Quand j'étais au collège, on avait monté une bande avec des potes où on volait des stylos plumes et on les revendait. Non, c'est tout. Franchement, non, pareil, quand j'étais en Afrique, tu vois, ça fait rire toute ma famille parce que je voulais absolument gagner un peu d'argent et genre je prenais des tablettes de chocolat de mes parents, je faisais des stands dans la rue où je vendais mes chocolats, quoi. Mais c'est tout, à part ça. mais c'est déjà génial. Oui, tout le monde te dira dans ma famille que j'avais la fibre entrepreneuriale parce que je vendais du chocolat quand j'avais 11 ans, quoi. Mais non, à part ça, non. C'est super rigolo l'histoire du chocolat. Du coup, avec combien d'argent tu as créé cette boîte? Parce que là, on voit le très beau local, mais j'imagine qu'au tout début de la boîte, c'était pas direct le local. Alors, on a commencé. Alors, tout le mérite ne m'appartient pas. Comme je te disais, donc ma femme est entrepreneuse aussi. Elle a lancé son agence de com, je dirais 1 an et demi avant moi. Donc, il y avait déjà ça.
Alors c'est un bon comme un mauvais côté parce que du coup quand moi je me suis lancé, elle c'était ça venait, enfin sa boîte n'avait qu'1 an, donc c'était pas non plus hyper structuré et du coup on se lançait un peu tous les deux dans l'inconnu sans revenu fixe à deux, donc ça un peu galère, mais on n'avait pas d'enfant donc on peut se permettre de se planter. Au début, on a bossé de chez nous. Les premiers salariés que ma femme avait, on les avait pris en alternance et on bossait de chez nous aussi, donc on les faisait venir bosser chez nous. C'était un peu la galère, mais ça marchait bien. Et ensuite, on a pu prendre ces locaux. Donc en fait, on a toujours, bien qu'on ait eu 2 boîtes distinctes, tu vois, on partage les locaux, on fait les choses ensemble, donc c'est plus simple. Je veux dire, tout seul, j'aurais pas pu aussi rapidement, en tout cas, assumer autant de choses. Et du coup, donc pour répondre à ta question, avec combien j'ai lancé, en fait, moi, pour mon activité, la seule chose dont j'ai besoin, c'est du matériel pour filmer et pour monter mes vidéos. Donc, un ordinateur, une caméra. Et en gros, j'ai dû investir, je sais pas, je dirais 7-8 000 balles pour commencer au début. Ok. Alors quand t'es pas dans l'entrepreneuriat, ça peut paraître être une somme assez importante au début parce que tu dis faut les sortir. Mais quand je compare à tous les autres milieux d'entrepreneuriat, c'est rien du tout, tu vois. Je veux dire, j'ai un pote qui est podologue, il a dû faire un crédit pour acheter des machines, tu vois, à 40-50 000 balles et tout. Je veux dire, moi, j'ai dû investir 8 000 balles. Ok, tu vois, au pire tu les perds, au pire tu te plantes, bah t'as perdu 8 000 balles, tu revends ta caméra, t'en récupères 5 000. Ouais, c'est ça. T'as risqué 3 000 quoi. Donc encore une fois, j'ai de la chance, je suis dans un domaine qui demande pas trop d'argent pour se lancer, on va dire. Ouais, c'est un bon juste milieu parce que aujourd'hui il y a des business où on peut se lancer limite avec rien, juste un ordinateur. Mais c'est vrai que c'est peu en soi. 5 000 euros, c'est. Oui. Donc, alors ça c'était pour me lancer. Ensuite forcément investissement. Voilà, depuis le chiffre s'est un peu démultiplié. Mais bon c'est normal, ça suit son cours. C'est des trucs que je refacture aussi à mes clients. Donc ça c'est logique en fait. Ouais oui, complètement. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait du coup aimer ce métier et du coup j'aimerais bien revenir aussi sur les métiers avant. Tu nous as dit que c'était un peu le même secteur d'activité. Alors non pas du tout. C'était en fait en gros moi j'ai fait des études un peu de commerce. Tu vois j'ai fait un DUT Tech Deco. Après j'ai fait une licence pro marketing numérique. La licence pro tu vas commencer à toucher un peu à la partie Photoshop tout ça. Mais c'est tout. Et ensuite en gros donc moi depuis l'arrêt de mes études, j'ai toujours bossé dans des aspects commerciaux. En gros, j'ai bossé dans des startups ou dans des cabinets de conseil où je vendais des choses en fait. Tu vois, c'était toujours du service. J'ai jamais vendu de produits. Et j'ai eu de la chance. En tout cas, tout ce que j'ai vendu, ça a toujours été des services, on va dire qualitatifs. Je vendais pas des trucs basiques, on va dire, donc ça c'était déjà plus intellectuellement riche, on va dire. Mais ça me passionnait pas en fait. Enfin, j'ai jamais craché sur mon taf parce que c'était bien, j'étais content, je gagnais bien ma vie. Mais pour autant, je veux dire, j'allais jamais le matin en me disant ouais c'est trop bien aujourd'hui, je vais travailler quoi, tu vois. Et sans me plaindre pour autant, mais voilà, c'était pas non plus la folie. Et en fait, parallèlement. Depuis mes études, j'ai donc ma femme qui était déjà à l'époque, qui était ma copine, qui était micro-influenceuse à l'époque, elle avait un petit compte Instagram quoi, et du coup il fallait quelqu'un pour lui prendre ses photos, et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre dans la photo. Alors je tiens à dire que je ne prenais aucun plaisir à la prendre en photo, parce que c'est un monde très girly qui m'intéressait pas du tout. Donc prendre ses tenues en photo en fait. Non quoi, enfin ça je le faisais par amour on va dire, mais c'est tout. Et après petit à petit on a acheté un peu plus de matériel pour faire des plus belles photos. J'ai commencé à m'intéresser vraiment aux techniques sur la photo. Après il y a un peu l'ère de la vidéo qui est arrivée, donc j'ai commencé à faire des premiers montages, ça a commencé à me plaire. Et en fait en parallèle de mon taf, je commençais à prendre goût à ce domaine-là. Et du coup ma femme qui avait lancé sur la fin de mon activité, en gros, ma femme avait lancé son agence de com et elle commençait à avoir de temps en temps quelques clients qui avaient besoin d'un shooting photo, des trucs comme ça.
Donc je le faisais le week-end, sur les jours fériés, je posais des congés pour aller faire ça. Et en fait, dès que ça a commencé à bien prendre et que je voyais que j'avais du contenu qui était vendable, en tout cas au niveau de la qualité, j'ai lâché mon taf et je suis parti entreprendre. Ok. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as recruté des employés? Alors, sur ma structure, directement à moi, non. Et je ne veux pas. Ok. Par contre, du coup, ma femme sur son agence de com, on travaille quand même beaucoup ensemble. Elle a 2 employés. Donc, on a commencé à prendre avec les moyens qu'on avait en alternance. Là, il y en a une qui a pu passer en CDI, donc on est super content. Et la deuxième qui est en alternance, on croise les doigts, mais on aimerait aussi pouvoir la garder en CDI. Ok. Pourquoi j'aurais dû venir postuler ici en fait. Ouais. Pourquoi moi je ne veux pas recruter parce que je suis contrairement à ma femme du coup c'est vraiment une agence d'influence, une agence de com où ça se justifie d'avoir des personnes qui travaillent tous les jours sur ces dossiers. Moi en fait si tu veux quand j'ai des besoins, c'est des besoins sur des tournages donc c'est ponctuel, c'est des gens que je vais prendre pour la journée. Ouais voilà, je bosse avec des freelances. En fait on s'est monté un peu une équipe de personnes qui bossent dans ce secteur où on se fait bosser beaucoup entre nous. Ouais. Mais je pars du principe où je préfère faire appel à des freelances que je vais bien payer, ils seront contents et tout va bien se passer et le travail sera qualitatif plutôt que de me tuer à prendre quelqu'un où je vais déjà ça coûte, enfin ça c'est un peu l'inconvénient mais ça coûte cher tu vois d'embaucher quelqu'un en France et où je vais devoir me forcer à prendre beaucoup de travail quitte à ce que ça ne nous plaise pas mais juste pour payer son salaire. Enfin c'est pas vraiment la façon dont je vois les choses et pour l'instant ça me convient bien. Encore une fois c'est lié à mon domaine de la vidéo parce qu'il n'y a pas des tournages tous les jours et que j'arrive à assumer la grande partie de la charge de travail quoi. Ok ouais. Voilà. Peut-être qu'à terme ça évoluera. Mais très honnêtement, c'est pas mon souhait parce que aujourd'hui, on a, en fait, bon, si on réunit un peu les entreprises avec ma femme, on est 4, donc on est nous 2 plus nos 2 salariés. Ça se passe très bien. On veut pas que ça grossisse beaucoup plus que ça parce que maintenant on a entièrement confiance en elle et ça nous permet nous aussi, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, quand on veut partir 1 mois, 2 mois à Bali. De pas avoir cette charge mentale de se dire putain il va y avoir telle personne à gérer, à manager, il faut lui fournir du travail, enfin c'est moi comme ça me convient. Ok. Et du coup partir sur cette question là du coup dans ton métier c'est beaucoup plus simple voilà de partir 1 mois c'est possible et comment du coup tu gères ton travail à distance? Alors encore une fois c'est une question de vision des choses. J'ai plein de potes qui sont dans le même domaine que moi qui se le permettent pas. Alors au final ça se goupille plutôt bien. En général il y a vraiment 1 mois plein chaque année où on part. C'est aussi parce qu'on a monté je te disais alors on a monté une marque de fringues qu'on fait faire à Bali. Donc c'est un peu l'excuse pour aller à Bali 1 mois par an à chaque fois pour voir les fournisseurs. Mais en fait non, j'articule si tu veux. En gros 2 mois avant que je parte, j'essaye de caler tous mes tournages et tous mes shootings avant de partir. Et tout le mois où je suis à Bali par exemple, j'ai que de la post-prod, où je fais du montage, ou des retouches photos. Mais je pourrais pas non plus partir, tu vois, 3-4 mois d'affilée. Parce que faut revenir pour des tournages. Ouais voilà, je veux dire c'est bien, enfin je sais bien de faire des montages à l'étranger, c'est cool, tu vois, je suis au bord de la piscine et tout à faire le montage. Mais si j'ai rien à monter, c'est compliqué quoi. Donc non, par contre, l'idée c'est vraiment à terme, tu vois, c'est de bosser genre 3 mois ici, partir 1 mois, revenir 3 mois, repartir 1 mois et d'essayer d'articuler ça comme ça. Ça se fait assez facilement, honnêtement. C'est de l'organisation. Ouais, c'est juste de l'organisation. Mais c'est vrai que c'est un métier qui le permet. Au final, nos bureaux, tu vois, il suffit juste que si on part, on les ferme, ou nos employés sont là pour bosser ici. Voilà. Trop bien. Donc non, c'est aussi un des nombreux avantages de mon taf. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta journée type du coup, soit quand tu vas du coup faire de la production ou alors soit montage, etc.
Alors, donc je vais pas faire le relou à dire j'ai pas de journée type. J'ai des journées types. Soit du coup je suis en tournage ou en shooting. Dans ce cas-là, bah, bon, ça dépend un peu des tournages, mais en gros, souvent ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir. Il y a une partie un peu logistique où souvent la veille ou quoi, on prépare tout le matos et on fait en sorte que tout soit prêt pour le lendemain et qu'on commence. Et ensuite, ma deuxième journée type, c'est quand j'ai pas de tournage et du coup, je suis vraiment full post-production. Donc là, c'est ici au bureau. J'essaye de venir pas trop tard. En gros, pour moi, le gros inconvénient de ce taf, c'est que tu peux vite tomber dans une mauvaise routine, tu vois. Où, ok, t'as pas de patron, tu dois faire ton montage, mais en gros, tu pourrais te lever à midi et tranquille. Ça, je veux surtout pas tomber là-dedans. Et c'est pas du tout mon caractère. Donc, en gros, ma journée type quand je suis en post-production, c'est genre, je sais pas, je viens au bureau, tu vois, vers 8h, 8h30. Je me mets en détente. En gros, je viens souvent en survêt ou quoi. Je reste devant mon bureau toute la journée. Et je fais mes montages. Voilà. Bon, en soi, simple, efficace. Simple, efficace. Okay. C'est pas mes meilleures journées parce que je préfère la partie tournage. Mais pour autant, tu vois, des fois, quand t'enchaînes genre 2 semaines full de tournage où t'as pas un jour de repos et tout, bah, des fois, franchement, c'est bien de venir, de se poser, de travailler en chaussons. Franchement, c'est trop bien. Bah ouais. Donc, au final, j'apprécie les deux types de journées, quoi. Okay. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils pour des tournages, pour autant la préparation avant que justement quand t'y es et que du coup, typiquement, voilà, pour l'interview, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévoir tout ça? Bah alors ça dépend forcément de là où on en est dans notre activité. Moi, ce que je conseille vraiment surtout, c'est de vérifier, enfin pour les tournages hyper important, c'est de vérifier toujours les choses 2, 3, voire 4 fois. Genre c'est hyper con, tu vois, mais quand je fais mon sac ou quand je range mes affaires et tout pour préparer le tournage, je vérifie genre 8 fois si j'ai bien 6 cartes SD, si j'ai bien toutes mes batteries qui sont chargées. Je me casse la tête là-dessus, mais en fait, tu peux pas laisser le doute. Tu peux pas te laisser de doute sur le fait qu'il y a un truc qui va couiller le jour du tournage, parce que mine de rien, tu vois, c'est pour moi c'est la seule pression qu'il y a un peu dans ce métier-là. C'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est que, ok, toi, t'as ta journée de tournage que t'as facturé, je sais pas, 1000 balles la journée ou quoi. Donc, tu te dis, bah, le client, ça lui coûte 1000 balles que je sois là toute la journée. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que eux, derrière, tu vois, ils monopolisent des équipes, ils font venir des gens, ils préparent, tout s'organise, en fait, autour d'un tournage. Et tu peux pas te dire qu'il y a une possibilité que ton tournage va merder parce que t'es un gland et que t'as oublié de prendre tes cartes SD, tu vois. Et ça, c'est hors de question. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps où je m'en suis voulu, mais genre en fait j'ai oublié que j'avais un tournage un jour, j'avais mal noté dans le calendrier et le client m'appelle, il me dit bah t'es où, et j'étais pas là, tu vois. Et genre ça, c'est la pire chose qui me soit arrivée depuis le début de mon entreprise, et ça n'arrivera pas une deuxième fois, c'est sûr. Et en fait c'est juste que j'ai pas assez checké que j'avais bien noté mon truc dans mon agenda. Donc si j'ai un conseil, c'est vraiment tout vérifier 3-4 fois. Après, en termes de matériel, j'ai pas de conseil en soi, je veux dire, ça dépend de ce qu'on filme, ça dépend du budget, ça dépend de ce qu'on préfère comme matériel. Et chacun a son avis, tu vois, même sur des lumières, t'en as qui vont éclairer une scène différemment que d'autres. Enfin, t'as des règles à suivre parce que c'est comme ça, il faut le faire. Mais il y a quand même beaucoup de flexibilité dans ce qu'on peut faire. Finalement, c'est un peu un métier artistique aussi, hein, comme tu dis. Non, mais bien sûr. C'est, on va dire, c'est la joie des métiers artistiques, c'est qu'il y a pas vraiment de règles, chacun fait un peu comme il veut. Mais avec un certain cadre, et je déconseille de se perdre. Mais tu vois, où je te disais, c'est hyper important d'avoir des échecs. Ben là, tu vois, je suis trop content que ça bon, il y a forcément les 2-3 heures sur place où j'avais des sueurs et tout. Mais après coup, je me dis, mais je suis trop content que ça me soit arrivé maintenant, parce qu'au final, c'était pas un tournage hyper important pour moi. Et je me dis, putain, c'est sûr, ça m'arrivera plus, c'est sûr. Et si ça m'était pas arrivé là, ça aurait pu m'arriver sur un truc un peu plus galère, tu vois.
Donc voilà. Après, peut-être qu'un gros contrat, tu t'en serais plus rappelé, tu l'aurais direct noté. On peut pas savoir. Ouais, Est-ce que tu as déjà tout failli arrêter, balancer ou non? Regrette rien et... Non. J'ai déjà, je me pose souvent la question. Enfin, on me pose souvent la question de, en gros, le jour où ta boîte ça marche plus et tout, tu fais quoi? Tu vas reprendre un taf et tout. Et ça, c'est non. Tu vois, c'est hors de question. Je veux dire, pour le coup, maintenant, j'ai quand même beaucoup d'entourage qui sont entrepreneurs ou quoi, donc c'est un peu pète-cul ce que je vais dire, mais je trouve que en entreprenant, il y a vraiment moyen de gagner de l'argent de partout, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu réfléchis comme il faut, et pour moi, en fait, il faut surtout entraîner ton cerveau à réfléchir comme il faut, mais il y a vraiment moyen de gagner de l'argent, pas facilement parce que c'est pas vrai, mais il y a moyen de gagner de l'argent. Donc, je veux dire, le jour où ma boîte ne marche plus, tu vois, j'irai pas retrouver un taf CDI, ça c'est mort, c'est hors de question. Et par contre, j'ai encore jamais eu le moment où je me dis je vais tout plaquer, parce que encore une fois, j'adore toujours mon job et que j'ai encore jamais eu de galère d'argent liée à mon job. Où je me dis là, vas-y, ça fait 3-4 mois, j'ai plus de thunes, là c'est chaud quoi. Et franchement, enfin, je touche du bois, mais ça m'est encore jamais arrivé. Et c'est aussi pour ça que je veux pas spécialement recruter et prendre des gens vraiment salariés. C'est parce que en vrai ça peut arriver, tu vois, je veux dire, tu nous mets un deuxième Covid ou quoi, franchement t'as des salariés à assumer et sachant que je veux dire, moi le jour où il y a un deuxième Covid, il y aura, ça va bloquer tous les tournages, enfin il y a plein de trucs qui vont s'arrêter. Donc je sais que s'il y a un nouveau confinement, je suis dans la merde, tu vois, financièrement. Donc non. Okay. Oui, ça fait pas partie des métiers où même pendant le Covid, c'est un peu... Ouais, je pense que tu as certains clients qui restent parce que dans le digital, tu vois, ils auront besoin de communiquer et tout. Mais je veux dire, 80% du truc s'arrête, quoi. Oui, un documentaire, là, c'est non. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Au final, tu as quand même beaucoup de notre activité qui est, tu vois, de filmer des fois des événements, des trucs comme ça, que t'avais plus d'événements. Ouais. Donc ouais, non. Mais non, franchement, j'ai jamais eu l'idée de me dire là, ça me gonfle, j'arrête tout. Ouais. Et typiquement, ouais, justement, pour tu prospectes ou c'est que du bouche à oreille? Ouais. Comment, c'est quoi, c'est tout ton site internet qui te ramène tes clients? Très bonne question. Alors, j'ai la chance de quasiment jamais avoir eu à prospecter. Okay. Et en plus, tu vois, je viens d'une filière à la base commerciale, donc je me suis dit, trop bien, en vrai, je vais monter ma boîte. Ouais. Commercialement, je sais faire, tu vois. Ouais. Alors déjà, c'est faux, parce que vendre quelque chose pour une boîte et vendre ta personne toi-même, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus dur d'aller te vendre en mode, vas-y, je suis le meilleur, tu vas faire des vidéos avec moi et tout. Surtout que quand tu commences, c'est forcément faux, vu que t'es pas le meilleur, t'es le plus nul, en fait, quand tu commences. Donc non. Et alors au début, tu vois, j'ai un peu prospecté par principe, parce que je me suis dit, il y a des boîtes avec qui je voudrais bosser et tout. Mais encore une fois, tu vois, j'étais pas du tout prêt au niveau de la qualité de ce que je faisais dans mon contenu. Donc je pense que limite je me suis plus grillé qu'autre chose, où j'avais démarché des gens. La dernière fois j'ai calculé, tu vois, j'ai uniquement 2 clients que j'ai démarchés. Je veux dire, toutes mes autres démarchages, ça n'a jamais marché. Et pourtant je pars du principe que je sais démarcher, tu vois, je veux dire, c'était mon taf avant. Mais donc non, ça n'a jamais marché. Et c'est beaucoup le réseau. Mon site internet, je l'ai fait pour une vitrine, pour si j'ai des clients qui me demandent. En fait, c'est plus les gens me disent, tiens, on a entendu parler de toi, est-ce que tu as un site internet qu'on peut aller checker? Je leur envoie, mais je veux dire, mon site ne m'amène pas de clients. J'ai une seule demande, je crois, sur mon site un jour. J'ai été tellement choqué que j'ai pas cru, et ça n'a rien donné derrière. Mais non, du coup, beaucoup de réseaux. Encore une fois, c'est un milieu qui est assez fermé, et plus tu travailles, en fait, plus tu rencontres des gens sur des tournages où ça match ou ça match pas. Quand ça match, en général, ils te rappellent, ils te refont bosser sur d'autres choses, et c'est un peu comme ça que ça se fait, quoi. Mais aujourd'hui, vraiment, zéro démarchage. J'ai fait, tu vois, il y a 3 semaines avec un pote qui est aussi dans le milieu. On s'est dit, vas-y, viens, on va démarcher un peu pour s'y remettre, et surtout pour cibler des boîtes qu'on avait vraiment envie de le faire. Et ça n'a pas donné grand-chose non plus. Ouais. Ok. Et encore une fois, c'est très dur parce que quand tu vends ta personne et qu'en plus c'est sur un milieu qui est un peu artistique, tu vois, il y a le côté où si tu vas démarcher,
inconsciemment, ça montre à tes clients et aux gens que tu démarches que en fait, t'as pas de taf, quoi. Donc, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Mais Oui et non, après. je suis d'accord avec toi parce que en tout cas dans notre cas on démarchait simplement parce qu'on voulait cibler des entreprises en particulier pour lesquelles on voulait vraiment travailler, et Dieu sait qu'on manque pas de taf, mais je sais que moi il y a plein de gens des fois que de la façon en tout cas dont ils me démarchent, je me dis ok, en fait t'as pas assez de travail donc tu démarches, et dans un milieu artistique comme ça c'est triste, mais quand t'as pas de taf c'est que ton contenu il est pas assez qualitatif, tu vois. Parce que vraiment dès que tu commences à faire des trucs de qualité, ça se sait, ça se voit, les gens te font bosser, je connais plein de gens, tu vois, qui ont 1000 fois plus de talent que moi, qui se sont lancés et au bout d'un an, ils ont fait genre 100 000 balles de chiffre d'affaires parce que les mecs sont trop talentueux. Et les mecs n'ont pas besoin de démarcher, tu vois. Je veux dire, le travail vient à eux, quoi. Ouais. Donc c'est un peu, c'est psychologique, mais c'est vrai que de démarcher, c'est un peu l'aveu de faiblesse, pardon, de te dire ce que je fais c'est pas assez qualitatif, donc les gens m'appellent pas. C'est un peu un cycle négatif, mais voilà. Ok. Du coup, durant toutes ces années d'expérience, est-ce qu'il y a plusieurs choses que du coup tu as retenues, des leçons quoi que tu as retenues? Ouais, alors c'est qu'il faut être sympa. Et c'est la plus grosse leçon, et c'est ce que je dis à tout le monde quand on me demande. C'est qu'en fait les gens, bizarrement, leur choix principal de bosser avec un prestataire, en tout cas sur la partie créative, et ben bizarrement c'est pas la qualité du travail. Ok, ouais. Enfin, le choix numéro 1, bien sûr que je veux dire, tu peux être le plus sympa si ce que tu fais c'est à chier. Oui, bien sûr. Bon, on va pas se mentir, il y a de grandes chances que ça se finisse assez vite. Mais pour moi, les gens bossent avec un prestataire, et c'est mon cas aussi quand je bosse avec des prestataires. On bosse avec des gens déjà sympas. Je veux dire, pareil, tu peux bosser avec un mec qui fait le meilleur taf du monde. Si c'est un con fini et que tu sens que le mec c'est une mauvaise personne, tu ne continues pas avec lui. Et ce qui va aussi avec la sympathie, c'est la facilité. C'est pour moi, il faut rendre les choses faciles à tes clients et ceux avec qui tu bosses. Et je veux dire, tu vois, on a tous des exemples dans nos vies où, tu vois, c'est un truc con, mais genre t'as envie de refaire ton appartement, tu veux sous-traiter un peintre. Bah si le peintre il commence à dire bah non là vas-y, là j'ai pas de dispo, je vais venir une fois le mardi, ensuite je reviendrai dans 6 mois, ensuite peut-être que je reviendrai. Enfin tu vois, c'est galère, donc t'as pas envie de bosser avec. Et pour moi, c'est rendre les choses faciles à tes clients. T'as besoin que, et d'ailleurs c'est ce que tous mes clients me disent et je suis trop content, c'est le meilleur compliment du monde, c'est qu'à chaque fois ils me disent ouais, en fait c'est trop simple de bosser avec toi, tu vois. Ouais. Et je préfère qu'ils me disent ça plutôt qu'ils me disent ouais, tes photos sont trop belles. Ouais. C'est vrai. C'est que l'expérience client, elle est grave, quoi. Grave. Et pour moi, c'est au-dessus de tout. Enfin, c'est au-dessus de la qualité de ce que tu vas produire, c'est l'expérience client, que ce soit facile pour eux et que tu sois sympa. Et voilà. Vraiment, c'est la plus grande leçon que j'en tire, quoi. Ouais. Et du coup, bah, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais dans le futur, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place là, peut-être dans 1 an? Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment c'est faire des projets perso qui vont devenir pro par le passé, et travailler sur des vrais documentaires avec un sujet qui me tient à cœur. Là, je suis déjà parti il y a 3 semaines ou un mois, je sais plus. Je suis parti 2 semaines en Inde. À la base, c'était pour un documentaire qui ne s'est pas fait, mais bon, bref, du coup, ça m'a encore plus nourri mes envies de le faire. Ouais. Et en fait, tous les jours, tu vois, je suis en veille. C'est con, tu vois, mais je gère tous les soirs quasiment, j'aurai un documentaire où je suis trop inspiré par ces choses-là. Et j'ai vraiment envie que ce soit la direction que ma boîte prenne. Donc je te le dis, d'ici 5 ans, je ferai des documentaires de l'espace, c'est sûr. Okay. J'espère. Ouais. Bon, bah, cette deuxième partie est finie. On va passer à la dernière partie. Ouais.